Bonsoir et bienvenue dans Perspective. L'actualité reste rythmée dans notre pays par actualité oblige, la pandémie du coronavirus, cette maladie qui décime des milliers et des milliers de personnes dans notre pays. L'autre actualité, c'est la détention provisoire du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Cette détention pose certaines questions. Est-ce la fin de la coalition entre l'UNC et l'UDPS? Est-ce que le président de la République va nommer un autre directeur de cabinet? Est-ce que les ministres UNC devront quitter le gouvernement? Tout un tas de questions. Et l'autre actualité, vous le savez également, le président de la République venait de signer cette ordonnance créant l'agence de lutte contre la corruption. Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des signes avant-coureurs de ce que devra faire effectivement cette agence? Pour parler de toutes ces questions et d'autres que je n'ai pas citées ici, je reçois M. Norbert Yamba. Il est, comme vous le savez, cadre de l'UDPS. Il est également panafricaniste. Il est consultant international en matière de décentralisation, développement durable et gouvernance. Bonjour Monsieur Norbert Yamba. Bonjour Luc, pour l'invitation. Je n'ai pas terminé de vous présenter parce que si je dois me mettre à citer tout ce que vous êtes, nous allons terminer tout le temps ici seulement pour votre présentation. Le reste, souffrez que ça reste comme ça. Non, les Congolais n'ont pas besoin des étiquettes. Hein. On a démontré qu'on a une étiquette dans ce pays. Le pays n'avance pas à cause des étiquettes. Il faut arrêter véritablement cette manière de faire les choses. Il faut brandir les idées. Et ce sont ces idées-là qui vont relever le défi. Combien d'étiquettes n'en vont pas nous? Et alors, où en sont les résultats? Ça ne sert pas des étiquettes. Il faut brandir les idées. Les idées, voilà. Et les idées, notamment autour de cette problématique qui nous préoccupe au plus haut point, coronavirus. Quel est le point de la question aujourd'hui, selon vous? Mais c'est le coronavirus, hein, ou alias Covid-19. C'est un virus criminel. C'est un virus génocidaire. Si on ne fait pas attention, on risque véritablement d'être génocidé. Parce que l'expérience que nous avons de tous ces pays qui sont de grandes puissances, quand je regarde la situation de l'Italie, c'est parmi les G8. Je regarde la France, 5e puissance économique mondiale. Je regarde l'Espagne, je regarde l'Allemagne, je regarde la Grande-Bretagne, où le Premier ministre est touché, y compris sa famille. C'est entré même dans le palais royal. Parce que le prince Charles est aussi touché. Tout à fait. Aux États-Unis, n'en parlons pas. En peu de temps, on est au-delà de milliers de cas. Est-ce qu'il y a à craindre pour notre pays? Et donc, j'ai dit que mais si tous ces pays qui ont des moyens, tous ces pays qui ont une technologie très avancée, tous ces pays qui ont des équipements, tous ces pays qui ont des systèmes sanitaires, etc., bien organisés, bien équipés, sont touchés. En fortiori, nous, où on vit en vrac, où l'État ne s'était pas préoccupé pendant 60 ans, n'est-ce pas, d'organiser la santé, d'organiser les transports, d'organiser le logement, d'organiser presque tous les secteurs de la vie nationale. Donc, le coronavirus à nos portes, c'est dangereux et nous avons intérêt aujourd'hui plus que jamais de suivre les différentes mesures de protection qui nous ont été données par les autorités pour que nous puissions garantir notre protection. Donc, si nous faisons autrement les choses telles que j'observe dans la périphérie de Kinshasa et même dans beaucoup de provinces, etc., on dirait que la pandémie n'est pas là et on risque d'être emporté. Donc, on n'y est pas encore.
je sais que cette pandémie est arrivée tout petit peu en retard chez nous. Certes, il y a des cas, pas moins de 215 cas aujourd'hui, avec 20 décès. Aujourd'hui, pratiquement 113 personnes qui sont en bonne évolution. Il y a aussi 84 personnes qui sont en état d'investigation pour suspecter, bien entendu, pour qu'on tire des conclusions. Donc, on voit, il y a une évolution, mais profitons de ça. Le confinement lui-même fait partie de ces mesures, etc. Profitons de ça pour que nous puissions sauvegarder les âmes. Vous et moi, nous avons subi ces mesures de confinement en arrivant ici au studio. Plusieurs barrières. Est-ce que cela suffit véritablement pour mettre fin à la propagation de ce virus? Non, non, le confinement, ça fait partie des recettes. Mais ça ne suffit pas. Parce que lorsque je suis ici, on est sur cette table, il y a des gens qui sont passés ici, qui ont peut-être touché la table. Et alors maintenant, si moi je n'ai pas de désinfectant, si je rentre, je ne sais pas laver les mains, si je ne prends pas soin, comme on discute là, d'avoir au moins 1 mètre de distance. Oui. Quand je rentre chez moi, ou je rentre peut-être à tel ou tel endroit, je touche la serrure de la porte, etc. On ne sait pas qui a touché. Même quand j'ai envie d'ouvrir, n'est-ce pas, le frigo, je touche à tous les endroits. Mais il faut avoir l'habitude, laver les mains, avoir du savon, avoir un désinfectant. Et voilà. Donc, le masque, vous voyez, moi, j'en profite. Oui, d'accord. Donc, voilà, à tout moment. Donc, voilà le désinfectant. Donc, quand on aura fini, j'essaie de remettre. Donc, tout ça, c'est pour garantir la sécurité. Parce qu'ils n'auront pas de choix. Regardez comment les gens meurent. Plus de 5 à 6 000 personnes en Italie, vous imaginez. Non, mais écoute, c'est pas de la blague. Surtout, je voudrais terminer par là, que les virus que vous voyez sont des virus qui sont domestiqués. Ce sont des virus élevés. Ce sont des virus qui se trouvent dans les laboratoires. Et vous savez, lorsque on est dans Covid-1, Covid-2, Covid-3 jusqu'à Covid-19, c'est qu'il y a des recherches. On profite du virus et on fait la mutation du virus pour le rendre plus performant, plus virulent. Vous savez que la prévision d'une guerre bactériologique. Aujourd'hui, les gens sont assez réticents d'engager la 3e guerre mondiale. Oui. Alors, corps à corps. Et j'en suis beaucoup, il faut que je termine par là. Et la guerre corps à corps est exclue. Parce qu'il y a plusieurs pays qui ont de bombes nucléaires, des armes nucléaires. Vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Pakistan, vous avez la Corée du Nord, etc. La France. Tous ces pays-là ont des armes nucléaires. Ça serait un génocide de l'humanité. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher des armes moins coûteuses, mais qui peuvent faire véritablement des génocides sans savoir qui est à la hauteur, qui est à la base. Et raison pour laquelle on observe à travers le monde aujourd'hui des grandes pluies. Vous savez qu'il y a un produit aujourd'hui, cher Luc, le Blumer, ce produit, lorsqu'il est largué dans les nuages, dans l'atmosphère, et ça peut bloquer la pluie. Ça peut faire même une année comme ça, vous n'avez pas de pluie. Il y a la sécheresse. Et à ce moment-là, les gens vont mourir à petit feu parce qu'ils n'auraient pas de l'eau. Parce que c'est la pluie qui facilite les infiltrations et qui construit véritablement les nappes phréatiques. Voyez, vous avez suivi dernièrement en Indonésie, dans une île, plus de 100 000 personnes ont succombé simplement parce qu'il y a une inondation qui a remonté la hauteur de l'eau, quitté le lit de la mer jusqu'à prendre la hauteur de 20 mètres. Et toutes les maisons, la population emportée. Environnante. Voilà. Vous vous rappelez du tsunami du Japon. Vous vous rappelez les incendies d'Australie. C'est pas un dessin, c'est pas de la blague. La question chez nous aujourd'hui, c'est entre autres, dans la recherche des solutions, cette affaire de vaccins qui fait jaser les indices, le docteur Muyembe a tort d'accepter que l'on vienne tester ce nouveau vaccin ici chez nous. D'autres pensent que non, il faut quand même que
l'on puisse tester ce vaccin à quelque part. Votre point de vue? Mon point de vue, comme géopolitologue, vous savez que le monde que nous avons, c'est un monde qui a 5 régions. Et dans les 5 régions, il y a un problème de population, parce que tous les discours, quand vous suivez Sarkozy, vous suivez tous qui sont spécialistes des questions de population, etc., on vous dit que notre monde est surchargé. Dans les années 50, on avait seulement 2 millions, il y avait moins de pollution, il y avait moins de dégâts. Aujourd'hui, nous varions de 7 à 8 milliards de personnes. C'est que le monde est surchargé. Toutes les perturbations climatiques que nous observons relèvent essentiellement, véritablement, de cette surcharge. Et donc, il faut arrêter. Il faut arrêter la surpopulation, mais il faut aussi décimer la population. Ça, ce sont des hypothèses qui sont faites. Une étude qui a été faite dernièrement par Brzezinski, qui a du reste a été le conseiller, n'est-ce pas, des différents présidents américains, récemment d'Obama, etc., lui disant que le monde que nous avons est à mesure de supporter essentiellement 20% de la population et que les 80% c'est une surcharge. Il faut donc décimer les 80%. Raison pour laquelle les stratégies sont mises en place. Mises en place dans la perspective de pouvoir réduire cette population. Vous savez, quand je vous donnais l'exemple de Bulmer pour arrêter les pluies, construire la sécheresse, je peux vous donner un autre exemple. Madame Claire Sévérac, européenne, spécialiste des questions de population, démographie, etc. Il a démontré qu'aujourd'hui, on utilise des produits comme Chemetrail. Chemetrail, ce sont des produits qui sont largués naturellement dans l'atmosphère, soi-disant pour lutter contre les changements climatiques. Or, l'idée, c'est quoi? C'est que asperger ces produits, nous aspirons au fur et à mesure et nous mourrons à petit feu. Et en dehors de ça, il y a d'autres stratégies. Les laits qu'on distribue aujourd'hui à moindre coût, etc. Il y a des laits empoisonnés. Aujourd'hui, il y a des produits, les vaccins qui sont utilisés. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Lorsqu'on vous vaccine, on travaille sur la fertilité, la fécondité de la femme pour rendre la plupart des femmes stériles. Pour les hommes impuissants. Et je me suis beaucoup. Et tout cela, c'est justement pour qu'on n'ait pas des enfants. Les phénomènes... Est-ce que vous croyez... Excusez, il faut que je termine par là. En ça, monsieur Yamba Yamba. Le phénomène mariage gay a été même piloté par l'Amérique. Les Occidentaux de manière générale. L'idée, c'était de dire, vulgarisons le mariage homosexuel. Quand il y a un mariage homosexuel, on n'a pas des enfants et la population diminue. Voilà. Donc, est-ce que je crois? Mais je dis, mais écoutez, il faut lire la littérature abondante qu'il y a dans les chefs de ceux qui se disent mondialistes, mondialistes, etc., qui dénoncent cela. Donc, vous n'allez pas. Et d'ailleurs, il faut que je termine par là. Aujourd'hui, l'Afrique a combien d'habitants? C'est 1,250 milliard, soit 17% de la population mondiale. Et à l'Occident, de manière générale, quand vous prenez l'Europe, vous prenez l'Amérique, c'est combien? C'est 13%. Et quand vous prenez l'Asie, c'est plus de 30%. Voilà. Donc, l'Occident, qui véritablement a eu l'occasion de dominer le monde, qui croit qu'il a une civilisation idéale, une civilisation universelle, qui visiblement a appauvri beaucoup de pays à travers le monde, et la plupart, véritablement, de nos jeunes veulent aller, n'est-ce pas, en Occident, parce que là, qu'il faut véritablement construire un refuge économique, mais ils disent, mais si les gens viennent, dès lors qu'en Afrique, il y a 60% des jeunes, chez eux, là, il y a 40%, 60% sont de vieux. Et donc, dans 30 ans, il y aura 70% de vieux et 30% de jeunes. Or, la sécurité sociale est soutenue par les jeunes et ce qui va faire que nous n'avons rien parce que nous avons été appauvris. Tous nos minéraux, toutes nos richesses partent chez eux. Alors maintenant, on va faire quoi? Des migrations. Et quand il y a migration, il peut y avoir un métissage. Et au bout de 50 ans, à ce moment, la race va disparaître. Qu'est-ce qu'il faut? Ils ont la science, ils ont les technologies, ils peuvent aussi mettre à disposition. Et je termine en vous donnant l'exemple, ce qui se passe aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a des milliardaires. Je prends juste 3.
il y a Bill Gates, qui est le vrai milliardaire, le meilleur, d'ailleurs le premier du monde. Vous avez Mark Zuckerberg, vous avez Warren, je ne vais pas citer de Georges Soros. Bill Gates a mis en place une fondation en 2004, la fondation Bill et Gates. Et cette fondation a un budget de 2 milliards 500 millions de dollars, plus que le budget de l'OMS et de l'UNICEF. Voilà. Alors, maintenant, Bill Gates prend 95% de ses avoirs, de ce qui représente ses richesses, et il investit dans la fondation. Et vous savez, la fondation est en fonds perdu. C'est très clair. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu que ce soit un fonds perdu pour dégager, parce qu'en fait la mission véritablement de la fondation, c'est de tenir le coup, de soutenir les humanitaires, soutenir les recherches scientifiques. Curieusement, ces fondations ont au sein d'elles, des entreprises, comme les entreprises pétrochimiques, les entreprises pharmaceutiques. Et vous savez qu'il y a plus de 400 milliards de dollars qui circulent dans les réseaux pharmaceutiques. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on domestique les virus, on fabrique des vaccins, on les largue dans des endroits bien connus, et on prend naturellement les vaccins pour aller intervenir, soit disant par solidarité. Je voudrais terminer par là. Bill Gates, en 2011, 56 milliards de dollars. Non, non, ne me coupe pas là par là. Je ne vous coupe pas. 56 milliards de dollars de ce qui représente ces richesses. En 2011, au moment où il prend son argent pour investir dans le domaine de la fondation, en 2019, on évalue son argent. C'est passé de 56 milliards, n'est-ce pas, à 96 milliards de dollars. Comment l'argent, 95 investi dans la fondation en fonds perdus, puisse justement doubler jusqu'à devenir 96. Aujourd'hui, on parle même de 125 à 126 milliards de dollars. C'est que quelque part, il y a une planification, une programmation dans le sens de diminuer la population pour qu'on reste essentiellement avec la race de prédilection. En bref, M. Yamba Yamba, la République démocratique du Congo doit accepter ou refuser ce fameux vaccin. Mais le fameux vaccin, c'est pourquoi faire. Dès lors que vous avez suivi le professeur Raoul de la France, c'est lui qui utilise la chloroquine, mais il y a des médicaments, pourquoi vous voulez utiliser le vaccin? Didier Raoul. Voilà. Et bon, tous ces spécialistes occidentaux, etc., qui pensent que, mais pourquoi? Et puis, le vaccin lui-même, en fait, il y a des problèmes en Italie, il y a des problèmes en France, mais qu'on commence par expérimenter là-bas, non? Pourquoi ça doit venir ici? Pourquoi ça doit venir ici? Et vous savez, et ça c'est une révélation scientifique, le vaccin d'Ebola, cher Luc, vous savez le vaccin d'Ebola, ça renforce le système immunitaire pour, n'est-ce pas, neutraliser le virus d'Ebola. Mais qu'est-ce que ça fait? Au bout de 15 ans, le virus, au lieu de mourir, le virus est neutralisé et est renvoyé chez les hommes au niveau des testicules. Chez les femmes, au niveau des ovules. Ça, c'est scientifique. C'est prouvé par les Occidentaux eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'au bout de chaque 15 ans, écoutez, Ebola va revenir. Ils auront l'occasion de vendre leurs vaccins. Et leurs vaccins ont des pistes. Et ces pistes vont nous contrôler. Ces pistes vont nous stériliser. Ces pistes vont nous rendre véritablement des impuissants sexuels, etc. C'est ça. C'est ça la planification. Et donc, si nous n'avons pas des hommes et des femmes qui quittent le débat des quartiers, etc., pour arriver dans le débat de fond, à ce moment-là, nous risquons d'être surpris. Nous allons prochainement continuer ce débat, parce que cette affaire des coronavirus ne fait que commencer ici chez nous, avec ce débat. Vous utilisez là ce que nous entendons, ce que nous lisons dans les réseaux sociaux, mais nous verrons ce que ça va donner. Écoutez, le deuxième, oui. Vous savez, la poliomyélite est arrivée ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les spécialistes belges ont amené le vaccin de polio. Ils ont vacciné les gens. L'idée, c'était qu'on vaccinait véritablement pour lutter contre la polio. Et il a été démontré, après une étude,
qu'il n'y a que des hommes et des femmes qui ont été vaccinés de poliomyélite qui véritablement sont devenus des sidéens. Et c'est eux qui ont propagé. C'est cela, mutatis pour Ebola. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez la situation en Allemagne, je venais de suivre un île de Reims. Il existe depuis 1910, au début du XXe siècle, un centre de recherche et de domestication de virus. Vous savez, parce que la guerre bactériologique, ça sera la guerre des virus. Voilà, donc on n'est pas dans une confrontation physique, mais on est dans une confrontation, n'est-ce pas, avec des virus, etc., pour décimer des populations entières. En des mots, pour Norbert Yamayamba, pas question de vaccin ici chez nous. Non, mais c'est le moment que nos tradipraticiens, que nos chercheurs, etc., travaillent ensemble pour qu'on arrive véritablement à avoir des produits. Parce que nous devons aussi apporter à l'échelle mondiale que nous sommes capables aussi d'inventer. Nous avons travaillé dans un paradigme occidental qui nous a infantilisé, clochardisé. Il faut donc construire un paradigme africain. Aujourd'hui, le paradigme africain passe par la construction d'une pensée autonome, la reconstruction véritablement de la spiritualité authentique qui augmente notre génie et qui nous permet véritablement d'interroger notre environnement et de voir qu'est-ce que nous avons comme potentialité qui peut être utilisée dans le sens de pouvoir répondre à nos problèmes. Vous ne pouvez pas avoir un espace et vous n'avez aucune maîtrise de cet espace et vous recourez toujours auprès des autres. Kizemo disait, celui qui dort sur la natte d'autrui dort par terre. Nous avons cherché toutes nos solutions auprès d'autrui. Ça nous a amené nulle part. Aujourd'hui, nous sommes clochardisés. Il faut qu'à un moment donné, que cette situation soit une opportunité pour nous, pour que nous puissions sortir des ghettos, nous puissions sortir des cahiers, des syllabus, des répétitions, que nous soyons en mesure de dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que nos ancêtres savaient. Quelqu'un me disait qu'en fait, que les ancêtres savaient telle feuille, telle plante peut guérir telle. Comment ils l'ont si? C'est du génie, c'est de la spiritualité. Et on nous a dit, ne continuez pas à utiliser cela parce que c'est diabolique. Nous devons nous réconcilier, nous devons nous reconnecter avec notre environnement et je crois qu'on va relever le défi. Là, vous entrez dans un pan, j'allais dire, socio-philosophique. Tout à fait. Des choses, nous allons y revenir très prochainement, mais parlons maintenant de la question nationale sur la détention préventive de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président de la République. Que doit faire le président? Dans combien de temps? Et comment doit-il le faire? Je m'excuse beaucoup. Moi, je suis tout peu inquiet quand je regarde la télé, j'écoute les uns des autres, les uns les autres, et je me rends finalement compte qu'on n'a pas d'élite. Franchement, c'est comme ça qu'on doit souffrir. Et on souffrira pour longtemps parce que cette génération, avant de passer, vraiment, ça va nous créer beaucoup de dégâts. Regardez, le président Félix Tshisekedi se pointe comme candidat. Dans son programme, il y a tout un chapitre de lutte contre la corruption. Le président Kamerhe, qui a été aussi candidat, il a réservé également tout un chapitre contre la corruption. Ils ont créé le cash. Et ils ont réservé véritablement cette dimension de lutte contre la corruption. Le président devient président de la République, Vital Kamerhe devient directeur du cabinet, ils font alliance avec le FCC, tous ils ont décidé de lutter contre la corruption parce qu'on plaire un peu trop, il n'y a pas d'argent, etc. Mais il faut naturellement construire la traçabilité, la transparence dans les affaires, dans la mobilisation des recettes. Et voilà, on en est là. Alors, on dit, bon, tout compte fait, pour que cela réussisse, il faut construire un état de droit. Un état de droit, c'est un état où il y a la primauté de la loi. Alors maintenant, on est en coalition, on est en train véritablement de gérer les affaires, et on met en place un programme intérimaire, qui est un programme exceptionnel, parce qu'il n'y avait pas encore un gouvernement responsable. Programme de 100 jours. Le programme de 100 jours. Et le président de la République responsabilise son directeur de cabinet. Outre ses fonctions administratives, il crée une coordination de gestion d'un programme. Je voudrais insister que cette question est fondamentalement technique. Lorsque on met en place un coordonnateur pour gérer un programme, il est chef d'entreprise. Certes, il existe des principes qu'il faut suivre. Mais ici,
le directeur du cabinet, outre ses fonctions de directeur du cabinet, il est coordonnateur d'un programme. Voilà, il est coordonnateur d'un programme. Et en tant que tel, il a un devoir de redevabilité par rapport aux moyens, aux ressources humaines, aux ressources matérielles et financières. Et c'est ce qui a été fait. Mais curieusement, les travaux n'ont pas suffisamment marché. Il y a eu des contradictions. Tantôt, c'est le directeur du cabinet, le coordonnateur qui dit ceci, contesté par le ministre des Finances, la commission ministérielle qui a été mise en place a même d'autres chiffres, etc. Le gouvernement de la République, ce n'est même pas le président de la République. Le gouvernement de la République a instruit, n'est-ce pas, le ministre de la Justice pour que, véritablement, on puisse voir clair sur cette question de 100 jours. Oui. Et c'est à ce moment-là que le ministre de la Justice instruit le parquet, etc., pour faire son job. Et c'est dans ce contexte contextualisé que le directeur du cabinet est invité comme coordonnateur du programme pour éclairer naturellement la lanterne de ceux qui croient qu'il y a eu malversation financière. Ça, c'est une question fondamentalement judiciaire. Alors, moi, je ne vois pas de lien entre une question judiciaire qui du reste est la motivation profonde de ce que représente à la fois le président de la République, le directeur du cabinet et le FCC. Non. Comment on veut relier cette question judiciaire à une relation entre les partenaires dans une coalition? Le président de la République, il faut que je termine par là, avait reçu, n'est-ce pas, les membres du UNC. Ils ont échangé et dans la prestation après l'audience, tout le monde est auréolé d'un prestige que, voilà, sourire à l'appui, que, voilà, la justice doit faire son travail. Alors, là où je suis tout petit peu inquiet, au moment où ceux qui ont été voir le président sont sortis avec sourire, ont responsabilisé la justice pour faire son travail, c'est au même moment où j'attends d'abord les ministres, qui sont au même moment ministres, faire une déclaration pour dire qu'ils pouvaient démissionner. Les conseillers du président de la République, j'en ai vu, des conseillers, ils sont nombreux de l'INC, que le président croyait qu'ils étaient collaborateurs directs, et aussi signent la déclaration, n'est-ce pas, pour que pour contester l'arrestation du président Caméré. Vous voyez, j'ai suivi un gars qui porte souvent l'écharpe rouge, il s'est fait appeler camériste, qui dit non, vous savez, Caméré c'est un animal politique, il va parler, et d'ailleurs vous croyez vous là, mais écoutez, China Rambo n'a pas encore parlé, et moi je commence à me dire, Caméré, l'INC est l'allié de l'IDPS. Comment on veut faire allusion à China Rambo dans une histoire de relation entre l'IDPS et l'INC? Je comprends bien maintenant qu'il y a trop de migration dans la classe politique. Et je tiens à souligner, comme un ancien de l'IDPS, pour dire que nous avons intérêt aujourd'hui à continuer à respecter notre coalition. Et que le président de la République, juste à preuve du contraire, Vital a été arrêté de manière provisoire. Vital reste le directeur du cabinet du président de la République. On n'a pas entendu le président. Alors pourquoi toutes les institutions? Vous voulez qu'on revienne véritablement avec les 18 ans que nous avons connus, où lorsqu'on arrête et on reçoit des coups de fil, pour voir comme notre ami Luban Bizolo n'a pas avancé à cause de coups de fil des hommes intouchables. Mais on veut montrer un exemple. C'est ça justement le combat de Vital Caméré. Alors comment on ramène tout dans le débat IDPS, INC sur une question judiciaire? Nous soutenons le président Caméré. Nous croyons que ce moment est venu parce qu'il y a eu trop de bavardage et de balivernes autour de cette question qui démontre devant la justice que voilà les éléments qui sont à ma disposition, voilà les choses telles qu'elles ont été faites, voilà au regard de tout ce qu'il y a eu comme substitution, les gens se sont trompés d'adresse. Voilà ce que nous entendons. Alors, quand vous dites trop de bavardage, de balivernes, ainsi de suite, c'est comme si ces gens racontaient n'importe quoi. On voit, vous et moi, que oui, les travaux des sauts de moutons connaissent un problème. C'est pas fini. Ça crée des conséquences sur le plan social, les embouteillages, j'en passe et des meilleurs, les fonds
destinés à ces travaux-là, on ne sait pas trop comment. Est-ce que la population n'a pas droit à la vraie information autour des questions qui touchent son existence en tant que telle? Mais c'est pourquoi nous disons que nous acceptons que la justice fasse sa partition. Oui. Et que le directeur du cabinet, qui a été coordonnateur en tant que gestionnaire direct de ce programme, qu'il puisse véritablement éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de la justice, qui en a compétence. Là où je ne suis pas d'accord, c'est toutes ces déclarations catatoires. J'ai entendu quelqu'un même du FCC, un opportuniste des grands chemins en fait. J'allais dire un ancien ministre qui de temps en temps parfois pleure sa grand-mère pour lui donner du travail, etc. Et qui disait non, c'est une histoire qui concerne les gens du cash. C'est l'INC et l'UDPS. Il faut arrêter de conneries, quoi. Arrêtez de conneries. Comment on peut avoir une bassesse jusqu'à jouer véritablement à l'adolescence dans une histoire qui est fondamentalement judiciaire? Comment on peut dire que c'est une question qui concerne l'UDPS et l'UMC? Mais ça ne se comprend pas. Donc si la justice, qui a une mission bien déterminée, et donc la justice fait son travail, et donc il faut qu'on aide Vital Kamerhe d'avoir tous les éléments nécessaires pour éclairer la justice de manière qu'il puisse ressortir hardi. Alors maintenant, on dit non, c'est l'UDPS et l'UNC. Tout ça sont des déclarations qui visent... non, j'allais dire que ce sont des pseudo-chercheurs politisés. Je vous ai posé la question tout à l'heure, de savoir, est-ce que le président peut nommer un autre directeur de cabinet? Tant que, nous l'avons appris, l'histoire de Vital Kamerhe va rebondir après la crise du coronavirus, d'après le procureur général, est-ce que pendant tout ce temps, le cabinet du chef de l'État reste sans directeur? Non, mais la question de directeur de cabinet, au regard de l'ampleur du travail qui est le sien, etc., moi je pense qu'on a besoin de faire une couverture, mais ce n'est pas le problème maintenant, parce que c'est une arrestation provisoire. Dans la loi, il y a ce que nous appelons, n'est-ce pas, les différentes échéances, etc. On peut attendre combien de temps d'après vous? Non, mais c'est pas moi le président de la République. Ah oui. Eh bien voilà, donc c'est pas moi le président de la République. Puisque le procureur général a dit qu'on va revenir sur ce dossier après le passage de la crise du coronavirus. Et si jamais cette affaire du corona prenait plus de temps que prévu? Regarde, je voudrais quand même éclairer un peu les choses. Le directeur de cabinet, c'est pas le Premier ministre. Le directeur du cabinet, c'est l'homme de confiance du président de la République. C'est son assistant, en fait. Bon, entre guillemets, c'est pas assistant, c'est l'assistant du président. Et donc, il n'a pas besoin... Parce qu'il n'est pas le chef d'orchestre du bureau du président de la République. Mais tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc, je voudrais simplement dire que si le président, même sans qu'il y ait un problème, le président peut dire à Vital Kamerhe, son directeur de cabinet, aujourd'hui, vous n'êtes plus directeur de cabinet. Et personne ne va poser la question. Ce n'est pas dans l'accord qu'il serait directeur de cabinet. Ils étaient entendus qu'il soit Premier ministre s'il gagnerait. Ils n'ont pas gagné. Et par confiance, il dit, mon ami, battons-nous ensemble. Donc, à tout moment, il est capable de dire, écoutez, vous restez, vous prenez telle autre responsabilité. C'est cela. Donc, ça dépend du président. Lorsqu'il verra, dans la mesure du possible, qu'il y a des responsabilités, etc., il peut prendre une décision correspondante. Mais il ne faudrait pas que les gens disent, par rapport à ça, que non, les relations sont coupées. Je voudrais terminer par ici. Vous savez, le FCC, qui a l'autorité morale? C'est le président Joseph Kabila, le président sortant, non? Le sénateur Kabila. C'est lui le président, n'est-ce pas, l'autorité morale du FCC. Vital Kamerhe, il est l'autorité morale de quoi? Il est l'autorité morale de l'INC. Alors, maintenant, Kabila, est-ce qu'il est au gouvernement? Est-ce que Kabila est dans les institutions? Mais il contrôle ces gens. Il fait tous ces gens qui ont été nommés conseillers, tous ces gens qui ont été nommés ministres. C'est par qui? La désignation, c'est par Vital Kamerhe. Il peut ne pas être dans les institutions, mais il peut jouer le rôle de pouvoir, n'est-ce pas, envoyer ces gens, etc. Vous savez, donc,
moi, je pense que ça ne peut pas. Le fait d'être à côté du président ou ne pas être à côté du président, ce n'est pas un problème. Il resterait toujours la personne qui représentera l'INC dans les discussions de la coalition. C'est très important. Très bien. Alors, quel devra maintenant être le sort de cette coalition cash à la suite de cette affaire Vital Kamerhe? Mais moi je vous ai dit que la coalition cash se porte bien et ça a été confirmé hier lors de l'audience entre... Est-ce que ce n'était pas pour la consommation interne? Non, mais non, il faut sortir. Il faut sortir du ghetto, il faut sortir des manquements de Maketa, il faut sortir des séquelles et des impacts que nous avons connus, où tout ce qui est fait, c'est une mise en scène, c'est trop zéro ça. Je pense que ce sont des responsables. Ils ont été voir le président de la République, ils ont discuté de l'essentiel et ils ont même levé l'option pour dire c'est une question de justice et nous entendons ce que va faire la justice. Il faut éviter, et ça c'est un conseil gratuit sans merci à mes amis de l'INC, de continuer à aggraver la situation déjà précaire. J'ai entendu des gens dire mais Vital va se prononcer, Vital va dire. Ça vous l'avez déjà dit. Non, mais écoute, non, mais ça c'est dangereux. Alors maintenant, il va dire. Alors maintenant, c'est qu'ils étaient dans une situation comme ça où les principes n'ont pas été respectés. Quelqu'un qui avait la prétention d'être président de la République et qui sait qu'il a posé des actes incontrôlés et que le moment venu, il va en parler. Et c'est ça, être crédible. Non. N'allons pas véritablement chambouler les relations entre les gens. Le président Kabila, le président Kamerhe, il est véritablement le vrai partenaire du président Tshisekedi, président de la République, Félix Tshisekedi, et donc on a intérêt à sauvegarder cette relation. Ne faisons pas des déclarations des quartiers, et ces déclarations des quartiers peuvent aggraver la situation déjà précaire. Alors quelle va être, d'après vous, la suite de cette affaire qui semble se ramifier dans d'autres secteurs auxquels on ne pensait pas à première vue? Eh bien voilà, donc c'est comme ça l'état de droit. Je salue Lambert Mende Nyamasolo, lui qui disait qu'on a voulu l'état de droit. Au moment où il y a l'état de droit, les gens commencent à s'agiter. C'est ça l'état de droit, c'est ça la primauté de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Les gens veulent vraiment dire, moi j'ai entendu les gens dire, mais pourquoi le président n'interviendrait pas? Comment on aurait tiré le directeur du cabinet? Il dit, mais écoutez, rappelez-vous de Sarkozy, comment il a été jugé pendant 10 heures du temps. Vous vous rappelez de Fillon, François Fillon? Combien de temps? Vous voyez, le président Chirac, double mandat, et on s'est pendant autant d'heures, etc. Non, mais écoutez, un minimum. Si nous voulons un état de droit, acceptons que cet état de droit a des règles de jeu. Et si nous ne voulons pas, nous voulons jouer, travailler en vrac. Oui, alors à ce moment-là, nous allons travailler en vrac. Mais ce n'est pas ça le combat de l'UDPS. Le combat de l'UDPS, c'est de restaurer le blason, c'est de permettre aux Congolais de trouver son compte, et c'est de renflouer les caisses de l'État. Il faut que ça cesse. Quand on parle vraiment, Luc, de tout ce qu'il y a comme disparition d'argent, vous entendez que des millions. Mais écoutez, 32 millions, 50 millions, 150 millions, etc. J'ai travaillé, cher Luc, avec le PNUD, avec la coopération technique belge, avec la coopération américaine. Construire une école, vous pouvez dépenser 33 000 $. Une école de 6 classes avec 4 bureaux. Alors, prenez ne serait-ce que 20 millions. Ça vous fait combien d'écoles? Combien d'écoles sont en paille à travers le pays? Vous voyez ce que cela représente. Et les gens disent non, parce que on est ensemble. Donc, il ne faut pas que la loi agisse. Il faut qu'on revienne véritablement à la case départ, comme on a vécu pendant 18 ans. Ce n'est pas correct. C'est pas correct. À ce moment-là, écoutez, aujourd'hui, je vous ai parlé de la réduction de la population. Je vous ai parlé d'une stratégie qui est menée aujourd'hui par les africanophages. La tendance aujourd'hui, c'est de savoir quel est ce pays qui n'a aucune conscience de ces problèmes, qui ne prend aucune responsabilité pour changer la situation. Eh bien, nous serons soumis à une recolonisation si on va continuer naturellement à avoir une telle élite. Et je voudrais terminer, mon ami. Vous savez, il est anormal actuellement. Quand j'écoute l'élite politique, fondamentalement, non, j'allais dire irresponsable. On dit non, tu sais qu'il dit,
comme ceux qui pensent que non, la question de Vital Kamerhe, c'est pas une question judiciaire. On dit non, non, Tshisekedi a déjà perdu le Kivu. Et il avait déjà perdu le Kivu parce que ça appartient à Kamerhe. Le Bandundu, ça appartient à Fayoulou. L'Équateur, ça appartient à Bemba. Le Katanga appartient à Katumbi. Donc vous là, vous avez été à l'université pendant autant d'années, vous avez créé des partis politiques pour faire des partis politiques et tout d'abord les journalistes. Vous voyez, donc vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'offre politique, vous considérez les Congolais comme des imbéciles et vous croyez qu'il y a des âmes qui ont reçu une mission de leurs parents pour gérer les autres. Mais il faut vous détromper, il y a une évolution dans la manière de voir les choses. Détrompez-vous, et c'est pas comme ça qu'on va construire la République. Il ne nous reste que 5 minutes. Est-ce que vous pensez, M. Yamba Yamba, que cette affaire de Vital Kamerhe ouvre une nouvelle ère dans notre pays? Est-ce que c'est par là que va venir finalement l'état de droit dans notre pays, la République démocratique du Congo? Je crois, mais il y a toutes les forces de ténèbres qui travaillent et qui construisent des coalitions, n'est-ce pas, nocturnes, parce qu'ils sont nombreux ceux qui véritablement ont trempé dans l'argent de l'État et qui ne veulent pas la construction de cet état de droit. Ils sont nombreux et ils se retrouvent au sein de différentes plateformes. Ça, c'est connu. Parce que beaucoup qui sont devenus aujourd'hui riches, ce ne sont pas des gens qui ont travaillé, qui ont sué pour avoir l'argent. Ce sont des gens qui ont ponctionné. Et beaucoup sont responsables de la destruction des entreprises qui sont devenues aujourd'hui des canards boités. Et donc, si on construit un état de droit, c'est que chacun sera poursuivi. Et parce que c'est ce qui amène cet état d'esprit, et à ce moment-là, il faut le combattre. Et c'est comme ça qu'il y a des confrontations nocturnes, il y a même des synergies gagnantes, il y a des alliances, des passerelles qui sont montées à longueur de journée, justement, pour remettre en question. Mais notre peuple est déjà vigilant. Même ceux qui croient qu'on a acheté tel parti, on a acheté tel parti, on a acheté tel parti. Le Congolais, lorsqu'il n'a pas l'électricité, le Congolais, lorsqu'il n'espère même pas avoir de l'eau, le Congolais, lorsqu'il n'a pas le route, il ne sait pas comment envoyer son enfant à l'école, comment se faire soigner. Tous les systèmes sanitaires sont foutus à la merde. On est incapable d'avoir des respirateurs, on est incapable même d'avoir des ventilateurs, même une couche de peinture dans les bâtiments publics. Et quand on voudrait amorcer ce travail-là, on dit non, il faut tout faire pour déconstruire, Félix Tshisekedi, etc., en mettant en place des stratégies malsaines, d'humiliation, de projection. Mais attention, le mal appelle le mal, le bien appelle le bien. En voulant tout monter, les choses deviennent très dures en tombant. Ok. Est-ce que, on va terminer par là, est-ce que la création de cette agence contre la corruption est un signe avant-coureur que finalement, on cesse la gabegie dans la gestion de l'État et que c'est les débuts d'une nouvelle ère et d'une nouvelle façon de faire? Vous êtes spécialiste en gouvernance. Est-ce que c'est une nouvelle gouvernance qui commence dans notre pays? Mais c'est ça, justement. Ce sont des arrangements institutionnels qui sont mis en place. L'idée, c'est qu'on mette en place des garde-fous qui permettent à ce qu'on diminue de moins en moins, n'est-ce pas, la gabegie financière, l'hémorragie financière, le coulage, n'est-ce pas, de recettes de l'État, etc. Et donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va tenter de lutter contre la corruption. Vous savez, les cours et tribunaux peuvent poursuivre les infractions. Vous savez, la Cour des comptes. Vous savez, l'Inspection générale des finances. Vous savez, la société civile avec le système de contrôle citoyen. Vous savez, l'ANER, l'Agence nationale des renseignements. Vous savez, vous, les journalistes, vous êtes capables de fouiner partout. Vous savez, l'Assemblée nationale. Vous savez, les assemblées provinciales. Vous savez, c'est pas les opérateurs économiques, parce qu'eux aussi cotisent de l'argent, etc. Et puis, ils se volatilisés. Donc, à différents niveaux, il faut qu'il y ait une agence qui met en place ce qu'on appelle le comité de pilotage. Et c'est dans ce comité de pilotage, on met en place un système de surveillance mutuelle qui doit traquer tous ces vautours qui ont été entraînés dans une façon de faire les choses qui véritablement devient très compliqué de s'en aller et veulent véritablement amener notre pays dans les cimetières. Alors, soyez en tout cas très succinct pour synthétiser sur ce que va devenir cette crise de coronavirus, sur ce que va devenir cette affaire de Vital Kamerhe, coalition avec
l'UDPS, enfin, cette agence anticorruption, que va devenir notre pays demain? Ben, pour ce coronavirus, c'est une opportunité que nous offre, une opportunité positive, pour que nous puissions aujourd'hui voir que notre système sanitaire a été foutu et nous avons besoin de le réorganiser. C'est une occasion aussi de mettre en valeur nos valeurs traditionnelles à travers nos tradipraticiens qui doivent coopérer avec nos chercheurs, pharmaciens, médecins, etc. Faire la recherche, systématiser, moderniser, théoriser. À ce qui concerne le problème Vital Kamerhe, il reste le directeur du cabinet du président de la République, il reste l'allié principal du président de la République, il est, juste à preuve du contraire, appelé, n'est-ce pas, interpellé par la justice. Nous avons voulu que la justice soit indépendante. Eh bien, écoutez, il est jusqu'à preuve du contraire, il jouit de la présomption d'innocence, et c'est à lui d'éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de la justice, et ça va l'élever, hein, ça va le permettre véritablement de défier tous ceux qui pensent qu'il y a eu malversation. Détournement. À ce qui concerne l'agence contre la corruption. L'agence contre la corruption, je dis que cette agence tombe bien à propos parce que hier, il y a eu un conseiller spécial qui a démontré ses limites à cause des hommes forts. Aujourd'hui, la tendance du président de la République, c'est de mettre en place des institutions fortes qui se surveillent mutuellement et qui permettent véritablement de faire le point et d'attendre des résultats. Quiconque qui oserait de poser des actes incontrôlés sera poursuivi parce que chaque institution devra jouer sa partition et il y a un cadre pour évaluer la performance. De tout cœur, je vous remercie, Monsieur Norbert Yamba, de votre disponibilité à venir répondre. Je vous avais dit la fois dernière que nous allons vous rappeler, et ce n'est pas fini, nous vous rappellerons encore sur ce même plateau pour analyser d'autres faits qui vont certainement... Juste une seconde. Oui. Juste une seconde, je voudrais ici profiter de l'occasion pour appeler les combattants de l'UDPS, surtout nos autorités du parti, et tous ceux qui croient que l'UDPS s'est engagé pour changer la situation, d'être ensemble. La situation est grave, j'allais dire gravissime, des complotations à différents niveaux. Si on n'est pas ensemble, si on ne s'entend pas, écoutez, on va nous écrouler et c'est l'histoire qui va s'arrêter. Alors, je pense que vous êtes chrétien. Je suis chrétien. Vous êtes chrétien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Mais je crois beaucoup à mes ancêtres. Vendredi saint, oui, bien sûr. Beaucoup à mes ancêtres. Est-ce que vous avez un tout dernier mot d'une seconde ou 3 secondes, oui, concernant la fête de Pâques? Non, la fête de Pâques, c'est une fête qui a été instaurée dans les dogmes de l'Église, etc., mais qui visiblement peut aussi nous aider à rafraîchir la mémoire pour que nous soyons en connexion avec tous ceux qui se sont bâtis pour que l'humanité soit humaine. Et quand tout est en cause, c'est l'occasion maintenant de se rappeler de tous les ancêtres pour qu'ensemble, nous puissions construire des passerelles entre les vivants visibles et les vivants invisibles. Et c'est cette connexion qui va booster véritablement le pays. Je vous remercie de tout cœur. Merci et joyeuse fête de Pâques, Monsieur Norbert Yamba. Réciproquement, cher Luc. Et joyeuse fête de Pâques également à vous, très chers téléspectateurs, téléspectatrices. Et soyons unis pour lutter contre le coronavirus. Merci et à bientôt. Merci.